Bonjour et bienvenue dans l'épisode 76 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Je suis contente de dire ça parce que sa publication c'est demain en version numérique. Donc ça y est, j'arrive à la fin du voyage, tu arrives à la fin du voyage avec moi pour la version numérique. La version papier c'est autre chose. Ce week-end, je me suis reposée et ça m'a fait extrêmement de bien. Au début, je t'avoue, vendredi soir, quand j'ai fermé mon ordi et que je me suis dit, ok, maintenant je fais plus rien, j'ai été un peu en panique. J'ai un peu tourné en rond. J'ai regardé mon ordi, j'avais les doigts qui me démangeaient, j'avais envie d'y retourner, je sais pas pourquoi faire et tout. Enfin, si, je sais pourquoi, j'avais ma to-do list qui passait en boucle. Mais je me suis forcée à ne rien faire et à 20h30, je me suis écroulée sur mon lit. J'étais épuisée, vraiment très fatiguée. Du coup, je me suis couchée super tôt, samedi soir aussi. Hier, j'ai des copains qui sont venus à la maison. C'était chouette. Du coup, voilà, c'était un peu genre une espèce de pendaison de crémaillère, mais qui n'était pas du tout organisée et qui était juste trop cool. Donc ils sont venus boire le thé, j'avais l'impression d'être une gamine qui jouait à la dinette parce que j'avais plus l'habitude de recevoir des gens chez moi. Mais c'était super chouette, ça fait du bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a d'autres personnes qui ont précommandé le chronophage. Je sais que plusieurs personnes de la Réunion ont eu du mal à précommander le chronophage et ça m'a un peu énervée parce que je pense que c'est dû au fait qu'Amazon nous prend pour l'international et ne comprend pas qu'on est français. Et ça arrive très régulièrement, ce genre de choses, ce genre de petits couacs qui m'énervent. Et du coup, j'ai l'impression que des fois, on est un peu soit oublié, soit juste, on n'est pas français en fait. Et ça m'embête énormément. C'est arrivé plusieurs fois pour, par exemple, des applications françaises de lecture, etc. Et quand j'essayais de me connecter, je voyais que c'était impossible. Puis je me rendais compte que c'était parce qu'on était à La Réunion, donc forcément, ça pose problème. Et ça passe pas en fait. Parce que je trouve que c'est hyper discriminatoire et que c'est pas normal que ça se passe comme ça. Ils ont quand même réussi pour la plupart à acheter le bouquin, enfin à précommander le bouquin en passant par Amazon.com, Amazon.com. Donc si jamais tu es à La Réunion, que tu veux précommander le roman, que tu éprouves des difficultés à le commander sur Amazon.fr, je t'encourage à aller sur Amazon.com et d'essayer de chercher le chronophage. Envoie-moi un message si vraiment tu galères, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution à part contacter Amazon. Mais si jamais toi, tu es dans la même situation, que tu habites, je sais pas, dans les DOM ou dans une région française, mais qui n'est pas considérée française partout apparemment, eh ben n'hésite pas à me dire comment tu as fait, parce que ça me... Franchement, ça m'a fait monter un peu les nerfs, quoi, parce que je trouve ça pas normal, quoi. Et c'est trop souvent comme ça, en fait. On est trop souvent mis de côté. Je suis pas du genre à prendre beaucoup la parole pour m'exprimer sur ce genre de sujet. Mais quand je vois ça, ça m'énerve. C'est pareil, par exemple, pour plein de concours de nouvelles ou pour plein de concours de romans. Il y a plusieurs fois, ou même si c'est en version numérique, même si l'envoi se passe par PDF, eh ben non. Parce qu'on est réunionnais, parce qu'on n'est pas en France métropolitaine sur le continent, on n'a pas le droit de participer. Et je trouve ça hyper injuste. Et encore une fois, la question de l'égalité des chances, en fait, c'est une question qui me tient énormément à cœur parce que j'ai dû pas mal me battre pour ne serait-ce qu'avoir ma place plus ou moins et rattraper un peu le retard que j'avais acquis de par ma naissance. Et, euh, et je trouve ça enfin, aberrant, énervant, révoltant de voir ce genre de comportement. Je me suis dit, je vais pas m'énerver tout de suite, peut-être que c'est pas ça le problème, mais à chaque fois que quelqu'un rencontrait un souci, ce n'était pas des gens de métropole, c'était des gens de la Réunion. Donc, si jamais toi t'es en métropole, que tu éprouves des soucis, n'hésite pas à me dire pour que je me dise, bon ok, c'est peut-être pas la Réunion, mais sinon, il y a de fortes chances pour que ça soit ça. Parce que j'ai tout fait sur Amazon, tout est à l'international. Donc si la personne peut commander sur Amazon.com, mais pas sur Amazon France, c'est bien qu'on n'est pas considéré comme français en fait. Bref, j'ai essayé de me calmer par rapport à ça parce que franchement, ça m'a un peu gavé. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc là, on est lundi 1er juin, donc c'est assez cool, c'est une nouvelle semaine, un nouveau mois qui commence. En plus, c'est un jour férié. Aujourd'hui, du coup, c'est la première vraie semaine de boulot dans mon nouvel appart. Là, je suis à mon bureau, il est 7h, 7h30, j'ai bu mon petit thé. Je suis en train de réfléchir un petit peu à la planification du prochain mois, des prochaines semaines, etc. pour que je vois comment j'arrive à m'organiser entre le chronophage, etc. L'écriture, la promotion, tout ça, tout ça. J'ai plein de nouvelles idées aussi pour la promo. Je vais réfléchir aussi un petit peu là à ce que je fais du podcast, c'est-à-dire à quand est-ce que je le bascule en saison 2. Parce que là, je suis en transition un peu entre les deux. Et je sens que c'est pas encore tout à fait le moment de passer à la saison 2, mais bientôt, bientôt.
De toute façon, dans la saison 2, je te parlerai quand même de tout ce qui est promo et de la version papier. J'ai pas envie en fait d'attendre la version papier pour commencer la saison 2 parce que je pense que je vais commencer à écrire le tome 2 d'ici là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Oui, donc là je suis en train de regarder de façon hyper objective combien de temps ça m'a pris pour écrire le chronophage, le corriger, le faire sortir en numérique pour ensuite faire un planning qui soit réaliste. Parce que je sais pas si tu te rappelles, hein, au début de ce podcast où je disais ouais, je veux sortir un roman en mars. Lol. Et on est en juin. Donc c'était clairement pas faisable pour moi, avec toutes les étapes que ça comprenait. Peut-être qu'avec un peu de recul et peut-être qu'avec justement l'expérience, j'arriverai à sortir un livre plus rapidement. Mais en tout cas, je vais pour l'instant me baser sur le temps réel que ça m'a pris et le transférer pour le tome 2. Du coup, je sais par exemple que j'ai écrit le premier jet en février, début mars. Ensuite, j'ai fait la première correction pour moi en mars. Fin mars, j'ai envoyé au bêta lecteur. Donc bêta lecteur, bêta lecture et correction, je l'ai faite en avril. En mai, ça a été la correction professionnelle. Et puis du coup, la préparation de la promo. Et donc la sortie du tome 2, du tome 1 en numérique. Donc en gros, ça m'a pris février, mars, avril, mai, 4 mois. 4 mois, voilà. Donc si je suis cette logique, ça va faire juin, juillet, août, septembre. Donc 4 mois. Le tome 2 devrait sortir en septembre, mais pas... Enfin, genre, ça devrait faire comme ce mois-ci. Ça devrait être genre fin septembre, début octobre, je pense. Et je pense que c'est un bon mois pour sortir le chronophage, le tome 2, de le sortir en octobre. Du coup, voilà à peu près où j'en suis. Demain, du coup, je te rappelle qu'il y aura un live sur Instagram de 18h30 à 20h30 heure métropole et de 20h30 à 21h30 heure Réunion. Demain, du coup, je pense que je ne ferai pas d'épisode de podcast puisqu'il y aura le live. Donc voilà, plutôt que d'écouter le podcast, eh ben, tu me retrouveras en live. Ça va être très très cool. Et demain aussi, je pense que je vais juste profiter de ma journée, profiter de la sortie du roman. Il y a plein de gens qui m'ont demandé si j'étais stressée et très bizarrement, je ne suis pas du tout stressée. Genre, je suis même assez zen en fait. Le truc, c'est que j'ai tellement travaillé pour ce truc-là que je me dis, bon, là, j'arrive à la fin d'un truc, c'est genre un soulagement en fait, plus que du stress. Ah si, il y a un truc pas cool qui s'est passé ce week-end. Je sais, j'ai quand même re-regardé le texte sur ma liseuse et en fait, je me suis rendu compte que j'avais glissé une coquille en voulant changer un truc. Je sais pas si tu te rappelles, je t'ai dit ouais, je vais relire une dernière fois et peaufiner les deux petits trucs qui me manquaient à peaufiner. Et en faisant ça, j'ai rajouté une coquille. Donc si jamais tu as précommandé le bouquin, et oui, je peux pas changer la version sur Amazon tant que c'est pas sorti, donc je le ferai directement demain. Mais si jamais tu as précommandé le bouquin et que tu le reçois, eh ben cherche une coquille. Si tu m'envoies une petite photo, je t'enverrai. Je sais pas, je réfléchis. Je me dis du coup comment tourner ça en positif. Le positif, ça peut être si tu m'envoies la photo de la coquille en question, je t'envoie un petit truc en échange. Genre, je sais pas, un marque-page fait maison, quelque chose du genre. Ça pourrait être intéressant. Ou une petite carte postale faite maison. Ouais, parce qu'au début, ça m'a énervée. Et puis je me suis dit, Elodie, de toute façon, tu peux plus rien faire. Lâche prise, c'est bon. Et ça arrive d'avoir des coquilles dans des manuscrits. Si on a qu'une, ça va. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, j'ai essayé de voir comment je pouvais le tourner en positif, et l'idée, ça a été de créer un espèce de concours autour de la coquille. Et donc, je pense que je vais l'annoncer demain en live. Si tu trouves la coquille, je t'envoie une petite carte postale faite main. Mais il faut encore que je prenne le matériel pour le faire, parce que j'ai rien encore chez moi. Bref, voilà à peu près où j'en suis. Un autre truc important, il y a le blog qui sortira aujourd'hui. Donc je sais pas hein, si tu te rappelles, mais en avril, ça remonte. J'étais hyper motivée pour créer un blog sur le chronophage. Et je l'ai fait tout en entier avec des scènes coupées, des extraits, des moodboards un peu. En fait, c'est un espèce de moodboard géant. Donc moodboard, c'est, tu sais, les trucs d'inspiration, là, les tableaux d'inspiration que tu peux trouver sur Pinterest, etc. Un moodboard géant, mais sur un blog. Du coup, je vais le mettre en ligne aujourd'hui. Comme ça donnera peut-être aux gens, en fait, s'ils ont envie de voir à quoi ça ressemble le chronophage, s'ils ont envie de plonger un petit peu plus profondément, on va dire, dans l'univers avant de se décider, bah, ils pourront le faire. J'avais une copine qui avait prévu de faire les dessins des personnages, mais elle n'a pas eu le temps de le faire. Donc il y a
les petites descriptions des persos, mais il n'y a pas encore de dessin. Du coup, si jamais tu dessines et que tu as envie de m'envoyer des fan art, la meuf, elle se croit déjà en mode fan art, quoi. Ben non, mais n'hésite pas en vrai, si tu as envie de le faire. Si tu motivé. Et je pourrais t'envoyer des descriptions plus précises parce que celles qui sont sur le site sont pas hyper précises, mais j'avais pas envie de juste de mettre la description physique. En fait, c'est des passages qui représentent les personnages, on va dire. Voilà, en gros. Et du coup, ça, c'est chouette. D'ailleurs, je pense que je vais créer un nouvel onglet, une nouvelle catégorie sur le blog aussi pour mettre les sources d'inspiration et dire, voilà, si vous avez aimé tel truc, eh ben, il y a de fortes chances pour que vous aimiez le chronophage. Vendredi soir, j'ai une copine sur Instagram, Natacha, si tu m'écoutes, coucou. Donc Natacha qui m'a dit qu'elle avait écouté le prologue et que ça lui avait fait penser à Coraline de Neil Gaiman. Donc je sais pas si tu l'as vu, l'espèce d'animé, un dessin animé, je sais pas comment, dessin d'animation, voilà. Coraline, la fille avec qui il y a des yeux en bouton. Et j'étais trop contente qu'elle me dise ça parce qu'en fait, Neil Gaiman, donc, qui est l'auteur à la base de Coraline, qui est l'auteur aussi de Neverwhere, qui est l'auteur de L'étrange vie de Nobody Owens, enfin bref, c'est un auteur que j'adore. Et quand j'ai commencé le chronophage, en fait, c'était par rapport à Neil Gaiman, parce qu'il a dit justement dans une de ses masterclass qu'il fallait écrire l'histoire, qui nous ouvrait suffisamment la poitrine pour que ça soit inconfortable pour nous. Et c'est clairement le chronophage pour moi qui fait ça, qui crée ça chez moi. Et, euh, et en fait, ouais, Neil Gaiman, c'est une grosse source d'inspiration et c'est ce genre de bouquin que je vais écrire. Donc je suis méga heureuse. Mon frère aussi m'avait dit ah, ton bouquin, c'est un mix entre Neil Gaiman et Carlos Ruiz Zafón. Et j'étais là en mode ouf, ouf, c'est exactement ce que je veux. Donc voilà. Bref, j'ai beaucoup blablaté. En même temps, on s'est pas parlé du week-end, j'avais plein de choses à dire. Donc je vais bosser un petit peu sur mon planning et puis on se retrouve tout à l'heure. Il est 9 heures. J'ai terminé de faire un petit peu le point. Du coup, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait le point sur comment ça allait se passer pour le tome 2. J'ai refait le point sur toute la stratégie marketing aussi que je voulais mettre en place pour la fin de la promotion du tome 1, que ça soit pour la sortie numérique et la sortie papier. Ensuite, j'ai planifié aussi tout ce que je voulais voir par rapport à tout ce que je dois faire en général, donc Patreon, les épisodes spéciaux de podcast, les ateliers d'écriture, les accompagnements. Et pour chaque chose aussi, j'ai fait un brainstorming des trucs marketing, c'est-à-dire comment je peux mettre en avant ça, comment je peux promouvoir ça, parce que j'ai envie quand même que tout ça se développe, en fait, c'est l'idée. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Après, c'est dans les grandes lignes, hein, c'est pas non plus hyper précis. J'avais plein d'autres idées, notamment pour des vidéos YouTube, mais je me suis rendu compte que je faisais déjà beaucoup trop de choses, donc je me suis recentrée sur ce que je faisais déjà. Et les nouveaux projets, on les verra sans doute pour l'année prochaine. Donc en janvier 2021, je sais déjà qu'il va y avoir un gros truc sur YouTube. Voilà, reste connecté. Si t'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. D'ailleurs, quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que YouTube, c'était vraiment l'endroit le plus négligé en ce moment parce que j'avais pas le temps de tourner des vidéos, le temps que j'emménage et tout. Normalement, j'étais censée reprendre mercredi, mais je pense que ça va être méga juste. Donc, je pense que je vais me laisser une semaine là, et puis c'est pas grave. Je me prends vachement moins la tête là-dessus. Je m'épanouis beaucoup sur le podcast et YouTube, ça m'apporte quelque chose de différent en fait. Il y a un côté très conseil, etc. C'est chouette. Mais je trouve ça plus intéressant là pour l'instant pour moi de parler de mon expérience personnelle. Et je trouve ça encore plus intéressant aussi de pouvoir collaborer avec des auteurs, du coup, lors des accompagnements d'auteurs, et de faire face à leurs vraies problématiques, bah, voilà, à leur blocage, etc. Et à travailler sur le particulier. Parce que c'est vrai que les conseils d'écriture, ce sont des choses assez générales. Et donc, c'est cool de pouvoir bosser sur des trucs particuliers. Donc, ce matin aussi, j'ai répondu aux mails et aux demandes justement d'accompagnement. Donc là, j'ai envoyé un peu des propositions pour les horaires à une personne. Et enfin, à plusieurs personnes d'ailleurs. Et du coup, là, j'attends de voir leur retour pour voir quand est-ce qu'elles sont disponibles pour faire un accompagnement. Je te rappelle hein, que je fais des accompagnements d'auteurs. Alors, c'est pas forcément que sur les romans, parce que ça peut être juste quelqu'un qui m'a contacté pour la mise en place des réseaux sociaux, etc. Ça, il y a eu aussi quelqu'un qui m'a contacté plutôt pour mettre en place aussi bah, les objectifs, etc. Revoir sa stratégie par rapport à la réussite de ses objectifs ou non, et ses priorités, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est assez vaste en fait, ça dépend vraiment de tes besoins.
Du coup, voilà. Et si tu as envie juste de parler, de te remettre aussi, mais que tu es en mode de bloqué, que genre tu as envie de faire des trucs, mais tu es totalement coincé, et ben ça peut être aussi l'occasion d'en parler, de voir un petit peu qu'est-ce que tu peux faire pour relâcher la pression, pour justement combattre ton syndrome de l'imposteur aussi, et pour oser faire des choses. Donc voilà. Bah là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'essayer de regarder pour la version papier, si je peux déjà prévoir ça. Donc je pense que je vais finir là-dessus aujourd'hui, finir de voir jusqu'où je peux aller pour la préparation du roman papier. Il faut que je recontacte le graphiste pour lui envoyer le gabarit. En fait, il me manquait ça absolument pour pouvoir faire la couverture papier, puisqu'il faut le nombre de pages exactes, etc. Mais donc maintenant que j'ai le nombre de pages exactes, je vais pouvoir le recontacter, je vais pouvoir lui envoyer le gabarit. Donc là, je suis en train de mettre tous les trucs à jour sur Amazon pour ensuite lui envoyer le gabarit, le contacter. Je ne sais pas combien de temps il va prendre pour faire la couverture, peut-être une semaine, peut-être plus, on verra. Et puis vu que je veux commander un exemplaire papier, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, vu qu'en plus je suis à La Réunion, je sais pas, t'as bien suivi, de toute façon le fait que je sois à La Réunion, c'est un problème, pour Amazon apparemment. On verra si pour le livre papier c'est aussi un problème ou pas, j'espère que non. Mais voilà. En fait, je sens que je suis plus détendue et ça fait beaucoup de bien. Je vais essayer de rester dans cet état d'esprit de prendre du plaisir avec ce que je fais, apprécier chaque étape du processus, même les doutes, même les interrogations, même les erreurs, etc., etc. Et surtout, essayer d'être très clair par rapport à ce que je veux, ce que je ne veux pas, mes tarifs, tout ça. Et ça, c'est pas évident, mais je sens que je suis vraiment en phase de professionnalisation profonde, je sais pas comment dire ça. Mais j'arrive plus facilement à dire non quand c'est pas en accord avec ce que je veux faire et ce que j'ai envie de faire. En fait, je pense que c'est plus important de dire non à une personne si on n'a pas envie de le faire, plutôt que de lui dire oui, alors qu'on n'a pas envie de le faire, et donc de le faire un peu par défaut, par dépit, par obligation. Enfin, je sais pas, je trouve ça pas ouf. J'ai envie que mon oui soit un vrai oui, et du coup, si c'est un non déguisé en oui, bah, c'est pas cool, quoi. Enfin, si c'est un oui déguisé en non, pardon, c'est pas cool. Donc, j'ai envie que si je te dise oui pour quelque chose, bah, ça sera vraiment oui. Et si je dis non, bah, c'est non. Je pense notamment au fait de lire les manuscrits. Je sais que Christelle, elle fait de la bêta lecture, Christelle Le Bailly, et elle aime bien ça, c'est cool. Mais moi, c'est pas un truc que j'ai envie de faire, en fait. J'ai vraiment pas envie de lire des manuscrits. Alors, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais de façon générale, j'ai plutôt envie d'accompagner les auteurs dans leur démarche et dans leur blocage personnel par rapport à l'écriture. On peut en parler, on peut en discuter, on peut trouver des stratégies ensemble, on peut répondre aux questions d'intrigue et de personnages, etc. Mais j'ai pas envie de mettre le nez dans le manuscrit, en fait. Parce que je pense que ça relève aussi du travail de l'auteur de le faire. Oui, il y a un moment où on a besoin d'un regard extérieur, mais l'idée, c'est pas d'avoir une béquille, et j'ai pas envie d'être une béquille. Et il y a des bêta-lecteurs qui sont là pour dire OK, ou si oui ou non, bah, ça fonctionne ou pas, mais une fois que l'auteur a quand même mis les mains dans le cambouis et qu'il a fait les choses, quoi. J'ai pas envie, moi, de prémâcher un travail où, pour la personne, ça a aucun intérêt, en fait. Du coup, si jamais tu as envie de faire un accompagnement d'auteur, sache que je suis pas là pour te prémâcher le travail, clairement pas. Je suis là pour te donner des outils, des clés, etc. Mais si tu penses que je vais juste te donner toutes les solutions, alors là, c'est pas possible en fait. Donc voilà, c'est pas fait pour tout le monde, mais en même temps, l'écriture aussi, c'est savoir se confronter, se frotter aux difficultés. Et ceux qui y arrivent, justement, c'est ceux qui dépassent ces difficultés-là et qui arrivent à mettre en place des stratégies pour eux-mêmes, que ça soit dans l'organisation, que ça soit dans la manière de traiter les problèmes qu'ils rencontrent, leur capacité à chercher des solutions, que ça soit en ligne, en eux-mêmes, en lisant, etc., etc. Et à les mettre en pratique et à les appliquer. Voilà, c'était mon petit speech sur si tu veux réussir, mets les mains dans le cambouis, parce que sinon, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver en fait. Bref, je vais finir de profiter de ma journée tranquillement, je vais finir cette histoire de mise en page pour la version papier. Et puis voilà, on se tient au courant. En tout cas, si... Je sais plus ce que j'allais dire. En tout cas, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve au live. Il n'y aura pas d'épisode de podcast, mais on se retrouve au live. Attention, je compte sur toi. Me laisse pas toute seule dans ma salle de bain avec ma guirlande rose. Bref, à demain, passe une bonne journée, une bonne soirée, prends soin de toi et écris bien. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 77 du laboratoire d'écriture.
un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Je crois qu'il faut que j'en change ce générique, puisque sa publication c'était hier en version numérique et ça sera très bientôt en version papier. Donc hier, c'était le jour J, le jour de la publication du Chronophage en version numérique. Merci, 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 merci à tous ceux qui ont été au rendez-vous. Merci de m'avoir suivi pendant toute la durée de cette aventure, du premier épisode jusqu'à l'épisode 77. Du coup, je dis ça comme si c'était un au revoir ou un adieu, mais t'inquiète pas, le podcast ne s'arrête pas maintenant, mais en fait, c'est la fin d'un cycle quand même. Donc je tenais vraiment, vraiment à te remercier. Hier, quand je me suis réveillée, j'étais pas stressée du tout. J'étais plutôt sereine. Ok, je me suis levée à 4 heures et après un petit tour aux toilettes, j'ai regardé quand même sur Amazon et j'ai vu qu'il était sur Amazon et ça m'a fait quelque chose. Mais après ça, j'ai passé une super journée. J'étais pas à fond sur les chiffres, etc. Parce que je pense que, mine de rien, entre YouTube, le podcast, etc., Instagram, j'ai appris à vachement relativiser sur les chiffres et je sais que les choses ne viennent pas du jour au lendemain, qu'il y a un effet cumulé, en fait. Donc ça va être par exemple au début du podcast, il y avait très peu d'écoutes, et puis plus ça va et plus il y a d'écoutes, et du coup une écoute plus une écoute plus une écoute, bah, ça fait plein d'écoutes, et je sais que ça va être comme ça aussi pour le bouquin, donc je m'inquiète pas, j'attends aussi d'avoir les retours des premiers lecteurs, qui vont donner aussi envie à d'autres lecteurs de le lire, etc. Et ça va faire effet boule de neige comme ça. Donc, je savais que tout se jouait pas hier du tout, du tout. Et du coup, j'en ai vraiment profité. Et en fait, pour être tout à fait honnête, je pense aussi que j'étais pas attachée au nombre de ventes. Pourquoi? Parce que pour moi, la réussite ne dépend pas de ça. Je suis déjà hyper fière en fait de tout ce que j'ai accompli jusque-là. Et du coup, c'était déjà une fierté en soi d'avoir sorti ce livre et d'avoir sorti ce premier manuscrit, de l'avoir terminé jusqu'au bout, d'avoir mené à bien ce projet de A jusqu'à Z. Donc c'était déjà une réussite en soi et j'ai l'impression qu'en fait là, tout ce qui vient, c'est du bonus en fait. Même si je veux vivre de l'écriture, donc c'est important que je puisse gagner ma vie, vendre des bouquins, mais je m'inquiète pas, je suis sereine et ça fait longtemps que j'ai pas été sereine comme ça. Je pense que c'est le fait d'être dans mon nouvel appartement, d'avoir relâché un peu la pression, etc. Du coup, j'ai vraiment pu profiter. J'ai pris un English breakfast hier matin en me levant. Je me suis baladée dans un énorme parc qui est trop beau à La Réunion, c'est le parc des Palmiers. Donc il y a énormément de variétés de palmiers différents. D'ailleurs, je me suis dit que je te filmerais bien une vidéo là-bas. Du coup, ça sera un de ces quatre, quand je reprendrai vraiment le rythme des vidéos. Et après, on a eu le live à 18h30 heure métropole et à 20h30 heure Réunion. Et c'était vraiment trop chouette. Vous étiez fous, vous étiez du feu de Dieu. C'était trop trop bien. Merci d'avoir été présent. On a fait ça en début dans la salle de bain et puis après, bon, on a migré dans le bureau chambre. J'ai lu des extraits, j'ai fait gagner une version numérique et j'ai vu en fait que vous étiez là pour la plupart depuis le début du podcast et que vous suiviez le podcast depuis pratiquement le tout début et ça m'a vraiment touchée et ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Il faut savoir aussi que hier, le livre est monté dans le top 3 des ventes en science-fiction pour enfants, ce qui est énorme. Bref, trop trop heureuse. Alors, comme je te disais, hein, je ne sais pas du tout à quel nombre de ventes, au nombre de ventes auquel ça correspond. De toute façon, on en parlera sans doute dans la saison 2. Là, j'attends de laisser passer le premier mois pour voir un petit peu quels sont les revenus sur ce premier mois-là, en termes de numérique et puis en termes de papier, etc. Donc, on verra. Ce matin, j'ai travaillé justement sur la version papier, puisque déjà dans le live, il y a plein de gens, et même en commentaire, il y a plein de gens qui arrêtent pas de me dire « Mais c'est pour quand la version papier ?» M'envoyer des petits messages privés pour me demander « Voilà, c'est quand ?» Et du coup, ce matin, j'ai terminé de mettre en page, j'espère que c'est bon. J'ai préparé le gabarit que j'ai envoyé au graphiste ce matin avec le résumé, l'ISBN, le nombre de pages. J'attends son retour pour savoir combien de temps ça va lui prendre. Quand il aura fini, je commanderai une version pour moi, pour voir si tout va bien. Et dès que j'ai la version, eh ben, la version papier sera en ligne. Donc je ne peux pas te donner de date parce que ça dépend de plein de facteurs, dont Amazon principalement, et du délai de livraison Amazon. Du coup, je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir te donner de date. Dans l'idéal, j'aimerais bien que ça soit fin juin. Voilà, j'ai prévu de faire d'autres trucs hein, pour la sortie du chronophage en version papier.
Il y a une personne, notamment dans le live, Morgane, qui m'a donné une super idée pour le blog du chronophage, qui m'a dit: «Tu pourrais faire des recettes de cuisine anglaises aussi sur le blog» et c'est une trop bonne idée. Notamment, j'aimerais bien apprendre à faire des scones, donc j'aimerais bien essayer et si ça marche bien, bah, le mettre sur le blog ou voilà, décrire les petits déjeuners anglais et cetera. Ça pourrait être super sympa. Aujourd'hui sur Instagram, je t'ai partagé des visuels des horloges qui peuplent le chronophage. C'est des horloges que je trouve magnifiques et quand j'ai fait mes recherches, j'étais tellement heureuse de tomber sur ces horloges et de découvrir ça. Et du coup, plusieurs personnes m'ont fait découvrir d'autres nouvelles horloges qui sont absolument sublimes aussi, notamment des horloges astronomiques. En fait, les horloges astronomiques sont magnifiques et je pense que ça va vraiment m'inspirer pour le tome 2 notamment, donc ça va être chouette. Je pense que je tenterai de commencer la saison 2 la semaine prochaine, normalement la saison 2 du podcast, en commençant justement à préparer la planification de l'écriture du tome 2. Et en parallèle, je continuerai à travailler sur la promotion du tome 1 et la version papier du tome 1, etc. Mais je pourrais commencer à me lancer dans la planification du tome 2. Pour ça, il me faut à tout prix un nouveau carnet parce que j'ai plus du tout de carnet. Franchement, là, le confinement, ça a été la fin des carnets. J'ai tout utilisé et j'ai vraiment besoin d'un carnet associé à ce manuscrit-là. Donc, il faudrait que je réussisse à aller acheter un carnet en librairie. Faut que je vois. Faut que je vois comment je fais. Si je fais ça cette semaine, peut-être pas. Je risque d'être un peu short. Ou la semaine prochaine. Et voilà. Donc, nouveau carnet pour ça. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, pour le livre papier, je pensais que ça allait me prendre 3 clics littéralement, mais en fait, il y a plein de choses à décider. Donc il faut décider du format, parce qu'il y a plusieurs tailles, donc tu as les formats un peu genre de poche, il y a des formats un peu plus grands, il y a des grands formats. Moi, j'ai envie que ça soit un peu un format, intermédiaire, quoi. Donc là, normalement, il fait 12,7 centimètres sur 20 centimètres. Du coup, c'est pas un poche, c'est un peu plus grand qu'un poche, mais c'est pas non plus un grand format et j'aime bien ce format. Donc on verra bien ce que ça donne quand je recevrai l'exemplaire. Ensuite, il fallait choisir si le papier était blanc ou crème, etc. à l'intérieur. Donc la plupart des livres que je vois, moi, sont pas blancs, ils sont crème. Et je pense que c'est mieux pour les yeux, en fait, à la lecture. Ensuite, il y avait quoi d'autre à choisir? Ah oui, il faut choisir si la couverture, elle est mate ou elle est brillante. Je crois que j'ai mis mat pour l'instant, mais je vais voir, je vais attendre de voir et regarder peut-être ce que ça donne. Donc chez les autres, on verra bien. Ou peut-être commander une version en mat et une version en brillant et décider à ce moment-là, je verrai. Et voilà, j'ai pas encore fixé le prix du coup parce que ça dépend aussi du prix d'impression et je suis pas du tout arrivée là dans les paramètres puisque il faut que je charge la couverture et pour charger la couverture, il faut que mon graphiste termine la couverture. Bref, tout ça pour dire que la couverture papier, que le livre papier est en cours mais c'est pas totalement terminé. Comme tu vois, il y a quand même pas mal d'étapes encore à finaliser. Mais ça arrive. Du coup voilà, aujourd'hui c'était donc une journée plutôt tranquille, j'ai travaillé un petit peu là-dessus et ensuite, cet après-midi, j'ai des copines qui viennent à la maison pour fêter la sortie du chronophage. Donc j'ai fêté avec toi hier, en direct, avec les gens en ligne et tout, mais j'ai quand même envie de célébrer ça, avec les gens de mon entourage, dans la vraie vie et du coup c'est trop cool, on va faire des pancakes et puis, on va faire un goûter quoi, ça va être trop bien. Donc j'ai trop hâte. En plus, j'ai une copine qui part bientôt, donc c'est le dernier jour où je peux la voir. Du coup, voilà, on va profiter ensemble et ça me fait extrêmement de bien. Je me sens vraiment beaucoup moins stressée. Je pense que ça s'entend dans ma voix. Tu sais, il y a un moment, il y a quelques semaines, j'étais pas bien, j'étais hyper stressée, j'étais hyper sous pression, etc. J'avais du mal à me détendre. Là, clairement, j'ai lâché la pression. Ça fait un bien fou. Je sens que mes épaules sont dénouées. Ça fait trop du bien. À côté de ça, du coup, là, comme je suis en période de transition pour la fin de ce manuscrit-là, de ce roman-là et le début du nouveau roman, euh, c'est un peu en flottement aussi pour le podcast. Je suis pas totalement contente de ça en fait, parce que j'ai pas envie que tu trouves ça inintéressant. En même temps, c'est le moment où je suis censée célébrer aussi, donc c'est cool. D'ailleurs, en parlant de ça, dans le live hier soir, vous avez tous voté pour que je touche un serpent en plastique ou en peluche, et vous avez été trop sympas. Parce que du coup, c'est vrai que j'étais censée toucher un serpent si je finissais pas la publication, enfin si j'achevais pas la publication d'ici mars, et on est en juin. Donc clairement, j'ai raté mon pari, mais franchement, j'en ai rien à faire puisque j'ai quand même publié un livre, quoi.
Et je peux me dire autrice et hier toute la journée j'étais là en mode: «Oui maintenant il faut m'appeler Elodie Lorette autrice!» Voilà et donc voilà. Je pense que d'ici demain ou vendredi, l'épisode de podcast sera un épisode bilan, donc de ce que j'ai appris sur, cette aventure, de ce que j'ai appris du fait de tenir un podcast comme ça journalier, quasi quotidien, de ce que j'ai appris sur, ma méthode de travail, ce que je ferai différemment pour le tome 2. Donc je vais faire ce bilan-là soit demain, soit vendredi. Comme ça, on pourra partir sur de nouvelles bases dès lundi pour la saison 2. Je pense que je ferai un petit peu de pub aussi autour de la saison 2. Comme ça permettra de lancer la nouvelle saison. Peut-être que je demanderai à mon frère de faire une nouvelle intro aussi, de faire une nouvelle instrumentale pour avoir ce sentiment de nouveauté en fait. Mais si jamais tu as des suggestions pour cette saison 2, si tu as envie de voir d'autres choses, d'entendre plutôt d'autres choses, n'hésite pas à me les faire part sur Instagram notamment. Je prendrai ça en compte pour la saison 2. Voilà, voilà. Écoute, je sais que cet épisode n'est pas très long, mais j'ai envie de profiter avec mes copains et mes copines plutôt et de manger mon petit goûter avec eux et de passer cette journée-là avec eux. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais tu n'as pas encore commandé ta version numérique, je t'invite à le faire sur Amazon. Si tu habites à La Réunion, je t'invite à aller sur amazon.com. Ça sera en dollars, mais sache que c'est l'équivalence en fait en termes de prix. Ça paraîtra plus élevé, mais en fait c'est le même prix et ça sera le même prix qui sera retiré de ton compte en banque. Donc voilà, t'as pas de souci à te faire à ce niveau-là. Si tu n'as pas de liseuse Kindle, tu peux commander sur Amazon, m'envoyer une photo, un justificatif en fait d'achat par mail ou sur Instagram et je t'enverrai la version EPUB que tu puisses lire sur la Kobo par exemple, qui est la liseuse Fnac. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, je tenais quand même aussi à te remercier pour les premiers retours que tu m'as donnés sur Instagram notamment, sur les gens qui ont commencé à lire le roman et qui ont vraiment accroché, et qui sont à fond dedans. Bref, ça me fait super plaisir. Merci, merci, merci. Ok, et ben je te laisse. Passe une bonne journée, une bonne soirée. Prends soin de toi. À demain ou à vendredi. Je verrai. Peut-être qu'il n'y aura pas d'épisode demain. Salut! Bonjour et bienvenue dans le Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la saison 1 du Laboratoire d'écriture, puisque comme tu l'entends dans ce générique, c'est jusqu'à la publication de mon roman. Et si tu as suivi, tu sais que j'ai publié mon roman le 2 juin en version numérique et que je suis actuellement en train de préparer la couverture papier. Enfin, la couverture papier, la version papier. Avant de te faire le bilan, du coup, je voudrais te parler vite fait de la version papier et de comment ça se passe. J'ai terminé ce matin même de tout préparer, j'ai contacté le graphiste et en fait, pour le graphiste, il avait besoin du gabarit, donc avec le nombre de pages exact, etc. Pour ça, il fallait aussi que je remette en page le manuscrit, tout le roman. Je pensais en fait que, tout bêtement, la mise en page que j'avais faite pour l'e-book collait et que Amazon faisait tout de façon automatique, mais non. Ça me faisait un peu peur cette histoire de mise en page, puisqu'il y avait pas mal d'auteurs auto-édités qui disaient qu'ils aimaient pas trop justement faire la mise en page, etc. parce que c'était assez galère et franchement c'était un peu le gros bordel. Finalement, au début, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit: «Ouh là 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 là, ça risque d'être un peu compliqué et tout». Il y a un outil de prévisualisation sur Amazon qui permet de voir du coup si, le texte ne déborde pas sur les marges, s'il y a les bonnes marges, etc. pour pas que le texte soit coupé dans le livre et tout. Mais j'ai aussi trouvé, et c'est surtout ça qui m'a aidée, un document texte à télécharger, c'est-à-dire en fait, tu as un document modèle, c'est-à-dire qu'il y a écrit genre nom du chapitre, et puis après il y a du texte comme si c'était ton contenu de chapitre, mais en mode texte du chapitre 1, texte du chapitre 1, texte du chapitre 1. Et du coup, après, il m'a suffi de copier-coller les différents chapitres, de bien mettre chapitre 1, chapitre 2, etc. De m'assurer qu'il y avait une cohésion sur tout ce qui était chapitre, est-ce qu'il y avait le même nombre d'espaces entre le début et du texte et la fin du texte entre chaque chapitre, etc. Enfin bref, m'assurer aussi qu'il y avait les numéros de bas de page. Et quand ça c'était fait, j'ai pu du coup télécharger ce document-là sur Amazon et ensuite télécharger le gabarit qui correspond, puisque en fait le gabarit prend en compte aussi le nombre de pages du roman, parce qu'en fait la tranche du livre n'aura pas la même grosseur en fonction de la taille du bouquin. En gros, voilà. Ensuite, il faut aussi choisir tout ce qui est papier, comme je t'avais dit dans l'épisode de la dernière fois,
Et couverture, si tu veux mat ou si tu veux brillant, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai téléchargé le gabarit, j'ai donné les indications au graphiste. Normalement, sous 6 jours, je devrais avoir son travail terminé, donc ça c'est cool, donc dans une semaine. Et franchement, moi personnellement, ça m'a pas dérangé de faire ça. C'est-à-dire que j'ai mis mes écouteurs, j'ai écouté de la musique, et du coup, je copiais-collais mon texte, je vérifiais que tout était bon, j'ai rechecké si la mise en forme était bonne. Il y avait des petits moments où la justification du texte disparaissait, donc il fallait refaire justifier, donc c'est-à-dire aligner en fait toutes les dernières phrases, vérifier que les alinéas étaient corrects, faire des interlignes simples et pas des interlignes 1,5 comme c'était dans le document initial, ce genre de petites choses. Mais je pense que tout est bon. De toute façon, je vais commander une version papier pour m'assurer que tout est bon. Et quand je l'aurai, je vous signalerai ça et tu pourras commander ta version papier. Enfin. Bref. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir terminé ça là. Je pense que j'ai autant retardé parce que, encore une fois, hein, j'ai remarqué qu'à chaque fin d'étape, je prenais vachement de temps parce que j'appréhendais un petit peu. Mais du coup, là, c'est fait. Et voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on en reparlera évidemment dans la saison 2, pendant que je commencerai la rédaction du tome 2, enfin plutôt la planification du tome 2. On va, on va voir tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais te faire un petit bilan de cette aventure, de ce défi, de ces 4 premiers mois du laboratoire d'écriture. Je crois que ça fait 4 mois à peu près, parce que j'ai commencé fin janvier. Je vais regarder la date exacte et je vais te dire. Donc le tout premier épisode de podcast est sorti le 28 janvier 2020 et on est le 5 juin 2020, donc ça fait à peu près 4 mois et quelques jours, on va dire. Donc c'est le moment de faire le bilan. J'ai écrit un petit peu ce dont je voulais te parler aujourd'hui et quand j'ai commencé à réfléchir à ce bilan, j'ai commencé à écrire des pages et des pages. Donc je pense que cet épisode va être un petit peu long, mais il y a plein de choses à aborder. J'aimerais aborder avec toi le podcast, pourquoi j'ai lancé ça, comment ça s'est passé, les résultats, etc., ce que ça m'a apporté, les difficultés que j'ai rencontrées. La deuxième partie, ça sera sur l'auto-édition en elle-même et le fait d'avoir écrit et publié un roman en 4 mois. Et la dernière partie, ça va être plutôt sur un truc un peu de motivation et de blocage psychologique, sur le fait de se lancer tout simplement et d'essayer. On va du coup commencer plutôt par le podcast. Donc quand j'ai eu l'idée du podcast, c'était à peu près en novembre-décembre 2019. Donc fin d'année 2019, je me suis dit, ça serait intéressant de lancer un podcast où je partagerai justement tout le cheminement de la création d'une histoire à la publication en racontant toutes les étapes. Donc c'était vraiment mon objectif de base et l'idée est venue avec justement l'objectif de publier un roman en 2020. Alors, d'auto-éditer mon premier roman en 2020. D'ailleurs, l'idée, c'était de publier plusieurs romans en 2020. On verra comment ça se passe d'ici là. Et du coup, l'idée, c'était de faire ça. Je suis partie d'une contrainte puisque je ne pouvais pas faire de vlog et que c'était vachement plus rapide et vachement plus simple de le faire qu'en audio. D'où le format vlogcast. Autre contrainte, et ce n'est pas la seule contrainte, c'était que c'était très difficile pour moi d'enregistrer parce que j'habitais avec des gens et que je n'aime pas du tout parler toute seule quand il y a des gens dans la pièce, etc. Ça me met super mal à l'aise et genre par exemple même pour les vidéos c'était hyper compliqué. Mais je tenais vraiment à ce projet, à ce podcast. Donc, voilà, tu le sais, j'ai enregistré la plupart des épisodes dans la salle de bain. J'ai essayé de m'adapter. J'ai essayé de, comment dire, d'y aller même si j'étais gênée. Je t'annonce que la gêne n'est pas passée. C'est-à-dire que j'étais toujours gênée même après 3 mois d'enregistrement. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas changé. Même si je prenais plaisir à enregistrer mes épisodes de podcast, il y avait toujours ce petit moment de gênance et de peur qu'on m'entende, etc., raconter ma vie toute seule dans ma salle de bain. Une autre contrainte, c'est que j'avais pas de matériel adapté. Donc j'avais juste un dictaphone que j'avais payé 30 € un an auparavant. À la base, c'était pour faire les vidéos, mais finalement, ça correspondait pas trop aux vidéos. Du coup, voilà, je n'avais pas vraiment un matériel hyper puissant. Et puis, pour le logiciel de montage, j'utilise Sony Vegas Pro, qui est un logiciel à la base fait pour le montage vidéo, parce que j'ai commencé avec Audacity, et franchement, Audacity, ça me gave. Genre, franchement, ça me plaît pas du tout d'utiliser Audacity. Des fois, j'utilise pour ajuster le niveau sonore, etc., surtout quand je fais des hors-séries, mais franchement, sinon, j'utilise Sony Vegas Pro, et c'est nickel.
Voilà, donc la première leçon que j'ai tirée sur le podcast en lui-même, c'est qu'il faut s'adapter, qu'on n'a jamais les bonnes conditions, qu'on n'a jamais les conditions parfaites, le matériel, le temps nécessaire, etc. Et qu'il faut faire avec les cartes qu'on a en main, en fait, et qu'il faut jouer avec les cartes qu'on a en main. Donc, cette idée de documenter le processus, je l'ai eue et j'ai quand même réfléchi à une forme de, comment dire, de ligne éditoriale. Donc une ligne éditoriale, c'est un petit peu le format que ça va prendre, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on va présenter, etc. Du coup, je savais que je voulais tutoyer pour que ça soit plus proche. Et parce que je sais que je suis plus à l'aise en général avec le tutoiement qu'avec le vouvoiement. Dans les vidéos YouTube, en général, je vous vois, mais c'est souvent contre-intuitif pour moi, en fait. Donc voilà, là, c'était vachement plus simple et je t'avoue que c'est vraiment plus simple pour moi le tutoiement, même dans les podcasts. Et puis, il y a un côté plus proche aussi avec le tutoiement. Et c'était vraiment l'idée. La deuxième chose de la ligne éditoriale, c'était que je voulais te parler de mon avancée au fur et à mesure des jours, etc. Donc te parler de chaque partie, de la planification, à l'écriture, à la correction, à la publication en elle-même. Et puis plus tard, je te parlerai aussi des chiffres, etc., des retours que j'ai et tout ça, tout ça. Voilà. L'idée, c'était aussi de fixer un objectif public et une punition, entre guillemets, pour rajouter un enjeu. Donc les enjeux, encore une fois, hein, c'est pareil, si on parle en termes de storytelling, de comment raconter des histoires, l'enjeu, c'est essentiel pour raconter une bonne histoire et c'est ce qui va souvent faire que le lecteur accroche ou non à l'histoire. Et du coup, l'idée du podcast, c'était aussi de raconter un chemin, raconter un cheminement, raconter une histoire, le mien, l'histoire du livre que j'écris, mais pour que ça ait plus d'intérêt pour l'auditeur, il fallait rajouter un espèce d'enjeu. Donc l'enjeu, ça a été pour moi d'annoncer publiquement que je voulais publier mon premier roman en mars et que si je n'y arrivais pas, je devais toucher un serpent. Donc au départ, il y avait cette idée quand même de défi personnel et du coup cet enjeu, va-t-elle y arriver ou va-t-elle ne pas y arriver? Donc ça crée tout de suite une forme d'intérêt en fait pour l'auditeur. Pour ce qui est du serpent, j'ai pas réussi du coup à publier mon roman en mars puisqu'on est en juin, donc j'ai pris genre 2-3 mois de retard, mars, avril, mai, ouais 3 mois de retard, 2 mois et demi. Et, euh, et du coup, j'ai pas touché de serpent puisque à ce moment-là, ça a été pile le moment où il y a eu le confinement. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je le ferai après le confinement. Pendant le live, la plupart des gens ont voté pour que je ne touche pas de serpent et que je touche juste un petit serpent en plastique ou en peluche parce que vous êtes adorables. Alors, il y a certaines personnes qui sont pas hyper contentes de ça. Donc, je verrai comment je fais ça, si je me résigne à toucher un serpent ou pas. Mais de toute façon, en ce moment, c'est pas la priorité. Avec la fin du confinement et tout, c'est quand même pas le meilleur moment pour toucher un serpent. Peut-être que je ferai un kit ou double. C'est-à-dire que je relancerai l'idée pour un autre défi, voilà. Donc, c'est vrai que le serpent était un peu oublié en cours de route, mais à ce moment-là, je pense que les gens qui suivaient étaient déjà accrochés au concept de base. Mais pour accrocher les gens au concept de base, je me suis dit, il va falloir rajouter un élément, un petit ingrédient, et j'ai trouvé cet ingrédient et je trouvais ça sympa. Et puis pour moi aussi, c'était hyper intéressant puisque ça m'obligeait en fait à, à mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Parce que du coup, comme je te disais dans les tout premiers épisodes, c'était de remplacer la peur par la peur. Donc j'avais très peur de publier mon premier livre, mais j'avais encore plus peur de toucher un serpent. Du coup, les deux peurs s'annulaient un peu pour me permettre d'écrire et pour me permettre d'avancer vers le fait de publier un roman en fait. Un autre truc de la ligne éditoriale, c'était que je voulais partager les extraits lors de l'écriture. Donc, avec, bien sûr, en expliquant que c'était tout à fait susceptible de changer, etc., que c'était en cours d'écriture, donc c'était forcément pas parfait. L'idée, c'était vraiment de t'embarquer réellement dans le processus. Il y a Floriane, donc qui est sur Instagram, que je suis sur Instagram, je te mettrai son Instagram en barre d'infos, qui a publié un post il y a pas longtemps en parlant de Stephen King, et tu sais, qui conseille de laisser la porte fermée pour écrire un roman. Et elle expliquait qu'elle avait ouvert la porte. Et en lisant son post, je me suis dit, mais c'est clairement ça que j'ai fait aussi à travers le laboratoire d'écriture. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la porte fermée pendant l'écriture, j'ai eu la porte grande ouverte. Et, euh, et du coup, tu étais là au-dessus de mon épaule, tu as pu voir tout ce qui se passait, tu as pu avoir accès à mes doutes, à mes questionnements, à la manière dont ça se mettait en place, aux réflexions que j'avais sur l'écriture en elle-même, aux personnages, au style, etc. Et du coup, en ayant cette porte ouverte-là, en te permettant de voir tout ça, l'idée, c'était aussi de te permettre, en fait, de te sentir moins seule et de te montrer que tu n'étais pas seule, justement, dans tous ces ressentis qu'on a face à la page blanche, face à l'écriture, aux doutes, face à la correction, à la réécriture, au retour des bêta lecteurs, etc.
Donc c'était vraiment d'un côté ça, te montrer que tu n'étais pas seule, et deuxièmement, c'était aussi te montrer que c'était possible en fait. Et te montrer en fait un chemin et te dire, regarde, voilà, si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Et il n'y a aucune raison pour que moi j'y arrive et que toi tu n'y arrives pas, parce que je suis vraiment partie de zéro. Je connaissais rien du tout dans l'auto-édition, etc. Je suis encore toute novice et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais voilà, c'était aussi pour te motiver en fait. Euh, pour ajouter une autre couche à la ligne éditoriale, on va dire, l'idée c'était aussi de parsemer tout ça de conseils pendant les épisodes en fonction du moment où j'en étais et de mes réflexions, que ce soit sur les chapitres, sur les personnages, sur l'écriture, la réécriture, etc. De parsemer des petits conseils, comme je peux le faire sur YouTube, mais de façon plus, bah, du coup, qui colle en fait avec ce que moi je vis à l'instant T en fait. Ensuite, dans la ligne éditoriale, il y avait évidemment faire 5 épisodes par semaine. Donc ça crée une habitude chez les gens. C'est-à-dire que les gens, bah, du coup, ont pris l'habitude en fait de m'écouter tous les jours, quasi quotidiennement. Je voulais faire une pause le week-end déjà, parce que pour moi, ça fait beaucoup de boulot, et aussi parce que eh ben, les gens qui n'ont pas le temps de tout écouter en semaine se rattrapent en général le week-end. Et c'est fou parce que j'ai bien remarqué qu'en fait le nombre d'écoutes augmentait le week-end, donc ce qui prouve bien que les gens rattrapent leur retard le week-end en fait. Et puis, à côté de tout ça, 3 choses hyper importantes pour moi que j'ai voulu garder en tête pendant tout le long du processus et pour tous les épisodes. Ça, c'est vraiment le cœur du podcast. Ça se résume en 3 mots: authenticité, spontanéité et expérimentation. Ces 3 mots-là, c'était vraiment le cœur du message et le cœur de ce que je voulais faire en fait. Le reste était une ligne éditoriale. Si je respectais, si je respectais pas, bon, on va dire que c'était pas trop grave, mais je voulais garder en fait cette colonne vertébrale d'authenticité, de spontanéité et d'expérimentation. L'expérimentation, ça permet de dédramatiser les choses et de dédramatiser les choses et de se dire j'essaye des trucs et on voit comment ça marche et on voit si ça fonctionne ou pas. Voilà, donc c'était vraiment les choses les plus importantes que le reste. C'est vrai qu'au départ, au tout début du lancement du podcast, j'ai un peu galéré à lâcher prise sur le perfectionnisme, forcément. C'était hyper bizarre de parler toute seule, je recommençais les prises, je faisais des bullet points sur ce que je voulais dire. Bref, enfin, c'était pas tout écrit, mais j'avais quand même, je voulais parler de ça, etc. Je recommençais à chaque fois pour être sûre que ça soit bien, je passais du temps sur le montage. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à parler de façon plus spontanée, à parler comme si je parlais à un pote. Et maintenant, je peux te dire qu'il y a pratiquement plus de coupes dans mon montage. Du coup, je fais juste, je colle en fait les différentes pistes parce que je peux enregistrer par exemple à 8h du matin, ensuite j'enregistre à 10h, ensuite à 15h, etc. Et du coup, je mets juste, je copie-colle en fait les différents morceaux comme un puzzle, mais en général, je coupe très peu en fait. Et ça fait du bien, ça fait plaisir et ça donne justement le côté spontané et simple en fait. Du coup, ça j'aime bien. Et au fil des jours, c'est devenu de plus en plus naturel du coup de prendre mon dictaphone et de parler en fait. Dès que je faisais un truc par rapport à l'écriture, je me disais ah tiens, je pourrais parler de ça dans mon podcast. Alors des fois, je prenais des notes sur le côté pour pas oublier en fait, juste un petit point genre parler de ça. Et du coup, je faisais presque plus de coupe, comme je te disais. Et il y a des jours, par exemple, où je ne pouvais pas enregistrer d'épisodes de podcast, etc. Et quand je reprenais, je sentais que ça m'avait manqué. Mais vraiment, genre, c'était comme si j'avais vraiment réussi à mettre en place cette habitude pour moi. Et que quand je le faisais pas, ça me manquait. C'est comme quand tu fais du sport tous les jours et puis que tu rates un jour, t'es genre en mode oh, il y a un truc qui est bizarre. Du coup, voilà. Euh, Et je pense que c'est un peu pareil pour toi, parce que si tu t'es habitué à m'écouter tous les jours en faisant le ménage, à manger, peu importe, et ben quand je fais pas d'épisode, ça fait un peu bizarre, du coup t'as pas ton épisode de journalier. Et c'est intéressant, je trouve, de faire des épisodes quotidiens, ou d'avoir un format quotidien en général, parce que du coup tu habitues les gens, en fait, à ta présence tous les jours, quoi. Et ça, c'est sympa aussi, comme manière de fédérer des gens. Et moi, j'ai vu en fait l'évolution au fil du temps. Au départ, j'avais pas beaucoup de retours par rapport au podcast, évidemment, c'était tout nouveau, etc. Et puis en plus, l'année dernière, comme j'avais un peu quitté YouTube et les réseaux sociaux, je devais vraiment repartir de zéro en fait. Mais j'ai vu que progressivement, les gens accrochaient au format, m'envoyaient des messages sur Instagram en privé pour me dire que c'était vraiment chouette ce que je faisais et qui m'écoutaient tous les jours. Et j'étais hyper étonnée, même si c'était mon objectif de base. On est toujours surpris quand ça fonctionne en fait. C'est bizarre, c'est comme si on était habitué à l'échec un peu. Et que du coup, quand ça fonctionne, on est là en mode ah ouais, ça fonctionne. Ah bah c'est cool.
J'ai beaucoup hésité à te parler des chiffres parce que je sais que ça peut être hyper décourageant. Je sais qu'au début du podcast, j'ai un peu partagé les chiffres quand j'ai atteint par exemple les 100 premières écoutes, etc., ou même les 1000 premières écoutes au total. Mais je me suis rendu compte en voyant moi les chiffres sur les autres, chez les autres, que ça me frustrait un peu en fait. Parce que il y a déjà ça sur YouTube, ce côté un peu concurrence vis-à-vis des chiffres. On voit le nombre de vues d'une vidéo, le nombre d'abonnés, et du coup il y a un côté un peu décourageant quand on vient de se lancer. Et je me suis dit, bah, j'ai pas envie, moi, de décourager les gens, en fait, aussi de ce côté-là. Donc j'ai arrêté de partager les chiffres. Mais je t'ai posé la question sur Instagram pour savoir si tu voulais que je te partage ou pas les chiffres. Et tu as été une grande majorité à répondre que oui, tu souhaitais que je partage les chiffres. Donc je vais les partager. Mais si tu ne veux pas entendre ça, si tu ne veux pas entendre les chiffres spécifiques, je t'invite à passer les 5 prochaines minutes, je pense, où je vais parler de ça. Je te mettrai un timer si tu veux dans la description. Donc comme ça, si tu te sens pas d'écouter ça et que t'as pas envie d'être frustré par rapport à tout ça, bah tu passes, parce que franchement, je comprendrai très bien et je sais que ça peut être un peu frustrant. Je veux quand même notifier que au lancement du podcast, il y avait très peu d'écoutes. Donc j'étais un peu inquiète, je me suis dit, bon, ça va peut-être intéresser personne. Il y avait 3, 4 écoutes. J'étais là, bon, ok, soit. Si je fais 3, 4 écoutes tous les jours, bah c'est bien, c'est 3, 4 personnes. Mais est-ce que ça vaut le temps et l'investissement que je mets à l'intérieur? Je sais pas en fait. Après, je savais aussi, parce que je m'étais lancée sur YouTube et sur Instagram, qu'il faut du temps pour que ça prenne, et il faut du temps et de la régularité pour voir des résultats. Que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Instagram, ou du coup ça s'est révélé aussi dans le podcast, la régularité amène de nouvelles personnes, la régularité amène des résultats. Et c'est assez impressionnant. Alors, moi, j'ai posté mon podcast sur Anchor, donc qui est une plateforme anglaise, je crois, américaine, je sais pas, qui permet en fait d'être relayé sur différentes plateformes. Donc, il y a Spotify, Google Podcast, je sais plus, j'ai plus tout en tête, mais il y a plusieurs plateformes de podcast, c'est gratuit. Et j'avais décidé aussi de mettre sur SoundCloud, qui pour le coup n'est pas totalement gratuit. En fait, c'est gratuit pendant un certain nombre d'heures de mise en ligne de contenu et à partir de, je sais plus exactement combien, 10 heures, etc., de 10 heures par exemple de mise en ligne, ça devient payant. Donc j'ai décidé quand même de laisser sur SoundCloud et de continuer aussi sur SoundCloud. Je paye un abonnement de 11 € par mois pour être sur SoundCloud. Là, pour le coup, sur SoundCloud, c'est visible le nombre d'écoutes et le nombre d'abonnements. Donc déjà, si je peux commencer par ça, parce que tout le monde le voit, j'ai à peu près 1400 écoutes au total sur l'ensemble des épisodes combinés sur SoundCloud. Donc c'est pas énorme par rapport aux écoutes encore, tu verras après. Mais je me suis dit, c'est quand même 1500 écoutes. En termes d'écoutes par épisode, c'est vachement plus compliqué parce que j'ai l'impression que SoundCloud n'enregistre pas bien le nombre d'écoutes et que c'est super fluctuant. Donc j'ai des épisodes qui ont fait 100, j'ai des épisodes qui ont fait 50 écoutes, et j'ai des épisodes qui font genre 3, 4, voire 7 écoutes. Et c'est hyper bizarre en fait. Donc je sais pas trop comment prendre ces chiffres par rapport à SoundCloud en fait. Du coup, mais comme il y avait quand même 1500 écoutes au total, je me suis dit, bon, il y a quand même des gens qui écoutent que sur SoundCloud, ça serait bête de me priver de ça, je vais payer 11 € par mois et puis c'est pas très grave. C'est une manière aussi d'avoir un lieu de stockage différent au cas où encore plante ou que mon podcast se fait virer du truc. J'ai une sécurité quand même avec SoundCloud aussi. Donc, le nombre d'écoutes sur Encore a augmenté petit à petit. Il y a deux chiffres qui sont importants. Il y a le nombre d'écoutes total, c'est-à-dire le nombre d'écoutes combinées pour tous les épisodes de podcast. Si on les additionne, ça fait tant d'écoutes. Et puis, il y a le nombre d'écoutes par épisode en moyenne. Alors, Encore me donne les deux chiffres. J'ai dépassé les 10 000 écoutes. Voilà, j'ai dépassé les 10 000 écoutes il y a à peu près 2 semaines. Et quand j'ai vu ça, franchement, c'était une grosse étape. 10 000 écoutes, c'est impressionnant. Parce que même moi, je m'étais pas dit, en fait, voilà, je vais passer ce chiffre de 10 000 écoutes. Au total, c'est énorme. En même temps, c'est proportionnel aussi au nombre d'épisodes que j'ai fait. Donc j'ai déjà publié 77 épisodes, là on en est au 78e, sachant qu'il y a 2 hors-série. Du coup, ça fait 78, 79, 80 épisodes en tout. Donc 80 épisodes, 10 000 écoutes, c'est quand même un bon score, on va dire, c'est sûr, mais c'est proportionnel au nombre d'épisodes. Et en termes de nombre d'écoutes par épisode, ça a augmenté progressivement, et là j'arrive à une petite moyenne.
En fait, j'ai remarqué les différents paliers. Donc, je suis passée de 5 écoutes en moyenne par épisode à 10 écoutes en moyenne par épisode, 20, 25, 30, 40, 50. Ça a pas mal stagné à 50 écoutes. Donc j'avais 50 personnes qui écoutaient pratiquement tous les jours le podcast et j'étais là, c'est déjà vraiment vraiment cool. Donc ça c'est resté pas mal à 50. Vers 50, je crois que j'ai lancé le hors-série. Ça a permis aux gens de découvrir aussi le podcast puisque j'ai invité des gens du coup qui relayaient l'information. Donc ça a fait découvrir le podcast à d'autres personnes. Donc il y a eu un nouveau boom, palier 60, 70. 70 c'est pareil, c'est resté à 70 pendant très 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 longtemps. Je sais pas combien de temps, mais bien un mois et demi. Et ensuite, je suis passée à la barre des 80. Donc 80 écoutes. Donc il faut savoir que là, ça fait à peu près un mois que je tourne autour de 80-85 écoutes en moyenne par épisode. J'ai pas passé encore du tout, à aucun moment j'ai dépassé les 90 écoutes par épisode en moyenne. Donc ça, c'est la moyenne hein, du podcast. Mais quand je regarde dans les faits le nombre d'écoutes par épisode, la plupart des épisodes ont plus de 160 écoutes. Non, plus de 100 écoutes, on va dire. La plupart des épisodes ont à peu près 130 écoutes minimum. Les 2, 3, les 7 premiers épisodes ont 200 écoutes. Et plus je remonte en fait au fur et à mesure, et plus bah, du coup le nombre descend en fait. Parce qu'il y a des gens qui se sont soit arrêtés en cours de route et qui rattrapent au fur et à mesure, ou soit du coup bah, qui sont pas encore arrivés à la fin des épisodes et qui écoutent dans l'ordre. Donc disons que jusque l'épisode 60, on est à peu près à 100 écoutes. Et à partir de l'épisode 60 jusqu'à maintenant, on tourne autour de 60 à 80, 85 écoutes en fait. Du coup, voilà un petit peu, désolé, hein, c'est beaucoup beaucoup de chiffres à prendre en compte, mais j'ai vu qu'il y avait une réelle progression constante. C'est-à-dire qu'au départ, c'était très très bas, ça a mis du temps à décoller. Il y a eu des paliers où j'ai stagné, comme je te dis, 50, c'est resté à 50 pendant longtemps. 70, c'est resté à 70 pendant longtemps. 80, je pense que ça va rester un bon chiffre. Je vais essayer de faire de la pub aussi pour la sortie de la saison 2, voir si ça peut ramener de nouvelles personnes pour la saison 2, puisque je sais effectivement que bah, d'avoir 70-80 épisodes à écouter d'un coup, si tu débarques comme ça, c'est pas simple. Donc si les gens ont envie de prendre depuis le départ, eh ben, je vais refaire de la pub comme ça pour la saison 2. Déjà, il y a les gens qui ont suivi la saison 1, qui vont suivre la saison 2, qui m'ont déjà dit et qui attendent la saison 2. Et comme ça, les nouvelles personnes pourront le découvrir. Donc si jamais tu aimes ce podcast, si jamais tu as envie de le faire découvrir à d'autres personnes, ça sera le moment. La saison 2 va commencer la semaine prochaine. Donc à ce moment-là, je publierai un post sur Instagram. Et je ferai un peu de promo par rapport à ça. Donc n'hésite pas à partager ça autour de toi. Comme ça, bah voilà, ça permet au podcast d'être découvert aussi. Donc voilà. Mais il ne faut pas se décourager, hein. Je sais que c'est un gros chiffre et que moi-même, je suis hyper impressionnée par ce chiffre quand j'ai passé les 10 000. Là, on est à 10 400, je crois, un truc comme ça. Donc c'est assez ouf. Et en termes de semaines aussi, des fois, j'ai le nombre d'écoutes par semaine. La plus grosse semaine, j'ai eu 900 écoutes au total en une semaine. Mais ça, c'était le plus gros. En moyenne, je tourne autour de 400-500 écoutes par semaine. Voilà. Ce qui est déjà pas mal du tout. Euh, Au départ, je culpabilisais beaucoup à chaque fois que je loupais un épisode aussi. Donc je me disais, voilà, j'ai dit que je faisais 5 épisodes par semaine. Et dès que je ratais un épisode, je me sentais pas bien. Et ça me fait encore un petit peu ça, hein. Mais j'apprends à lâcher prise un petit peu là-dessus et à me dire, c'est déjà énorme, 5 épisodes par semaine. Si j'ai besoin d'avoir un jour off pour faire tel ou tel truc, je peux m'autoriser à le faire. Surtout qu'il y a déjà suffisamment d'épisodes pour que les gens soit réécoutent d'autres épisodes, soit rattrapent leur retard, tout simplement en fait. Et puis des choses auxquelles je m'attendais pas par rapport au podcast, c'est que finalement ça accroche autant. Comme je te disais, oui j'avais envie que ça marche, mais en fait c'est toujours une surprise quand ça marche vraiment. Genre t'espères que ça fonctionne, mais en même temps tu t'y crois pas trop quoi. Et j'ai commencé à avoir des messages quasi quotidiens sur Instagram de personnes qui me disaient j'écoute ton podcast, c'est vraiment trop chouette, merci de partager tout ça. Enfin bref, plein de messages d'encouragement. Et voilà. Et ça c'est vraiment, vraiment top quoi. Je me suis posé beaucoup de questions.
pendant l'enregistrement des épisodes, surtout quand ça allait pas, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je partage ça avec toi aussi?» Je me rappelais de mon mantra authenticité, spontanéité, expérimentation et l'authenticité, qui revenait. Du coup, il fallait que je trouve une limite entre ma vie privée et l'authenticité, c'est-à-dire être authentique dans ce que je partage avec toi, être authentique dans l'expérience que je vis, dans les émotions que je ressens, dans tout ça, tout ça. Donc tout être sincère là-dedans, sans pour autant avoir à te révéler toute ma vie privée en fait. Et ça, c'était important pour moi d'avoir cette distinction en fait entre les deux, d'avoir ce côté authentique et sincère dans ce que je partage, tout en préservant ma vie privée et tout en préservant ma vie personnelle. Alors oui, je t'ai parlé de mon déménagement, oui, il y a des trucs que je livre, mais ça reste quand même... ça fait partie aussi des choses qui influencent le podcast déjà. Et aussi, je choisis ce que je veux bien dire ou pas sur ma vie privée. Donc voilà, ça c'est clair et net et précis, ça l'était dès le départ. Ce que je m'attendais pas, c'est par contre à ce que tu kiffes autant que je parle de tout et de rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, les gens vont se lasser, je vais peut-être me lasser aussi. Et j'ai eu un peu peur de ça, j'en ai parlé dans le podcast, j'en ai parlé en privé, et les gens m'ont dit, non, non, mais c'est pas, on se lasse pas en fait, tout fait partie du processus, c'est agréable de juste, dans l'état mental dans lequel tu nous mets, ou c'est agréable juste d'avoir quelque chose à écouter quand je fais mon sport ou en faisant la cuisine ou le ménage, etc. Et du coup, j'étais surprise de ça, surprise de voir que vous aimiez, même quand je parlais de cuisine ou quand je parlais de déménagement ou quand je parlais de, je sais pas, des petits sujets un peu frivoles peut-être, à prime abord. Et du coup, voilà. Bref, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour tout ce qui est podcast. D'ailleurs, si jamais tu as des questions, etc., des choses que tu aimerais que j'aborde et auxquelles j'ai pas répondu, n'hésite pas à me demander sur Instagram. Je pourrais faire une petite FAQ, je pense, pour répondre aux questions que tu te poses plus précisément. Je vais boire de l'eau parce que j'ai la gorge hyper sèche, parce que ça fait genre hyper longtemps que je parle. Vraiment, l'épisode va être long. Et ensuite, je vais te parler du volet écriture et défis et premier roman auto-édité. À tout de suite. Donc, maintenant qu'on a fait le point sur l'expérience podcast en elle-même, qui était une expérience en somme. Ah oui, juste juste pour terminer par rapport à ça, je m'étais laissé 3 mois. Et je me suis dit, au bout de 3 mois, je vois s'il y a des résultats ou pas. Et si on n'a pas, j'arrête. Et si ça me fait chier, j'arrête. Et du coup, voilà, 3 mois. Donc c'était mon minimum. Et finalement, on est reparti pour une saison 2. C'est que ça a plutôt bien marché pour moi et pour vous. Donc, on va parler maintenant de tout ce qui va être autour de l'écriture, de ce que ça m'a apporté, de l'auto-édition, du fait de partager ses objectifs, etc., etc. Déjà, il faut savoir que mon objectif, comme je te l'ai dit au départ, c'était de publier mon premier roman en auto-édition d'ici la fin du mois de mars. Et je n'ai pas atteint mon objectif, mais ça m'a permis d'écrire tous les jours et d'avancer sur mon objectif plus lointain qui est de vivre de l'écriture en fait. Du coup, déjà, le simple fait de devoir publier un épisode de podcast, ça me poussait à travailler. En anglais, ils appellent ça the accountability, to be accountable. J'ai essayé de trouver la signification en français, l'équivalent, mais j'ai eu du mal. J'ai trouvé responsabilité, mais c'est pas ouf. C'est-à-dire que c'est le fait, en fait, d'avoir cette espèce de sentiment de devoir travailler. C'est pas ça, c'est le fait de partager publiquement ses objectifs. T'as une certaine responsabilité en fait vis-à-vis de ce que tu partages. Et du coup, le fait de devoir publier un épisode tous les soirs m'obligeait à me dire bon bah si je fais rien aujourd'hui, j'aurai rien à partager en fait. Donc ça me poussait en fait à avancer tous les jours un petit peu, même s'il y avait des jours où j'avais pas trop envie, même s'il y avait des jours où je me permettais quand même de te dire là j'ai la flemme, mais je pouvais pas avoir la flemme 5 jours sur 7, tu vois. Du coup, forcément, ça me donnait cette espèce de raison, en fait, d'avancer. Un autre truc que j'ai appris, c'est que les choses prennent toujours plus de temps que prévu. Donc ça, je crois vraiment que ça va être une des règles que je vais appliquer dans la vie en général. Tout prend toujours plus de temps que prévu. Tout prend toujours plus de temps, que ce soit la planification, l'écriture, la correction, la bêta-lecture. Il faut toujours rajouter, je sais pas combien de temps, mais il faut toujours rajouter un laps de temps supplémentaire, genre au moins 1 ou 2 semaines pour chaque étape, parce qu'il y a toujours une couille dans le pâté, il y a toujours un élément de la vie qui va arriver et te faire péter un plomb, ou alors tu vas être fatigué, ou alors tu vas tomber malade, ou alors un personnage va te donner du fil à retordre. Bref, peu importe, je pense, pas seulement pour l'écriture, mais peu importe tes objectifs et les projets que tu entreprends, ça prend toujours plus de temps que prévu. Voilà, ça c'est, je crois vraiment que c'est une des règles que j'ai le plus appris
pendant ce début d'année, pendant ces 4 mois de podcast et d'écriture. Je me suis rendu compte aussi en cours de route que le plus important pour moi, c'était pas de rusher pour réussir à sortir le roman à tout prix en mars, mais c'était d'avoir le roman le plus abouti et le plus propre possible à t'offrir en fait un truc dont je sois fière, un objet dont je sois fière, dont je sois contente. Donc c'était plus important ça pour moi que de finir dans les temps. Et c'est pour ça que je me sens pas du tout coupable d'avoir pris 2 mois en plus et que je suis prête à toucher un serpent s'il faut le faire, si ça implique d'avoir un projet, un roman plus abouti que si j'avais évité de toucher le serpent et publié un truc dont j'étais pas contente. Voilà. Il y a aussi le facteur à prendre en compte de faire appel à d'autres personnes. Donc que ce soit la couverture ou la correction, ils ont des délais d'attente, ils ont des délais de travail tout simplement. Et ça aussi, c'est à prendre en compte en fait dans l'agenda. Donc je vais essayer de plus être consciente de ça pour le tome 2 en fait, déjà. Il y avait aussi finalement un objectif qui n'était pas conscientisé, mais dont je suis hyper heureuse aujourd'hui, c'est que en décidant de m'auto-éditer en fait, et en décidant aussi de partager tout le cheminement avec les gens autour de moi et toi qui écoutent, c'est que du coup ça a permis à plein de gens je sais pas, mais à certaines personnes d'être moins réticentes avec cette idée d'auto-édition. C'est-à-dire que je sais que l'auto-édition est une très mauvaise pub, et c'est aussi pour ça que je voulais avoir le contenu le plus abouti possible, parce que ça ferait pas de la bonne presse à l'auto-édition si je sortais un manuscrit qui est pas ouf. Mais c'est que en embarquant tout le monde dans ce processus-là, et ben ça permet aux gens de voir que l'auto-édition, c'est aussi une voie valide, c'est aussi une voie qui peut être prise et qui peut être bien prise, c'est-à-dire que les auteurs qui passent par l'auto-édition peuvent aussi faire tout ce qu'il faut pour que l'ouvrage soit de qualité, pour que le travail final, pardon, je suis fatiguée, que le travail final, le résultat final soit de qualité. Et en fait, les gens qui m'ont suivi ont bien vu que j'étais quand même sérieuse dans ma démarche, que ça soit en faisant appel à un correcteur professionnel, en faisant appel à un graphiste professionnel, en faisant appel à des bêta-lecteurs, en étant assez exigeante vis-à-vis de moi-même, exigeante vis-à-vis de mon travail. Ça laisse aussi entrevoir que l'auto-édition, finalement, c'est aussi une voie valide et c'est aussi une manière de publier comme une autre. Et j'espère que les gens qui vont lire mon roman se diront pas elle est passée par l'auto-édition parce qu'elle n'a pas pu passer par une maison d'édition traditionnelle, ou que c'est moins bon qu'un roman en maison d'édition traditionnelle. Bref, voilà, casser un peu les préjugés. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait cette idée de travailler la porte ouverte. Donc, comme Florian faisait référence à Stephen King dans son post Instagram, c'était clairement ça. Avant de lancer le podcast et avant de lancer ce défi, j'ai écrit des manuscrits, j'ai terminé des manuscrits, mais j'avais toujours ce côté perfectionniste de réécrire sans cesse le même manuscrit. Et je me suis dit, mais je vais jamais réussir à publier un truc si je ne m'arrête pas au bout d'un moment, en fait. Donc, pour combattre ce perfectionnisme-là, je me suis fixé justement ce défi et cet objectif de publier en mars. Et une fois que j'étais lancée, même si j'ai pas pu publier en mars, il y avait déjà, je sais pas, un tas de gens qui me suivaient. Et du coup, forcément, j'avais ce côté, bon, il faut que tu ailles jusqu'au bout maintenant. Tu peux pas abandonner en cours de route, t'as donné un peu ton... Comment dire, il faut que tu honores ta promesse. Voilà, c'est ça en fait, accountability. C'est le fait d'honorer sa promesse. Et du coup, ça m'a motivée à ne pas lâcher, à aller jusqu'au bout, même s'il y avait des moments où c'était difficile, autant sur l'écriture que sur les choses à maîtriser, que ça soit apprendre à utiliser tout ce qui est logiciel de mise en page pour Amazon, que ça soit trouver les mots-clés, que ça soit faire la promo, que ça soit tenir ce journal de bord audio. Enfin bref, j'ai appris énormément de choses et clairement, je savais pas grand-chose avant de commencer par rapport à l'auto-édition. Donc, c'était aussi une difficulté qu'il fallait surmonter, mais le fait de pouvoir partager ça avec toi, c'était un moyen aussi de te dire, ok, alors je suis passée par ces étapes, je te montre le chemin, peut-être que si tu as envie de passer par là, et ben du coup, le chemin est déjà un peu plus élagué, tu auras déjà quelques pistes en plus pour te faciliter la tâche, on va dire. Et voilà.
Et ça a plutôt bien marché puisque je suis allée jusqu'au bout et ça, je suis hyper fière, je suis hyper heureuse d'être allée jusqu'au bout de mon projet et d'avoir vraiment de A à Z mené à bien ce projet. Enfin, de A à Y, on va dire, parce que il reste le Y, enfin X, on va dire que je suis à X, il reste Y, Z pour faire la sortie de la version papier. Parce que ça aussi, ça va être quelque chose. Et voilà, encore aujourd'hui, j'ai appris plein de trucs sur comment faire une version papier. Je vais encore continuer à apprendre plein de trucs en recevant la première version et en voyant s'il y a des erreurs ou pas. Mais il faut pas avoir peur des difficultés, il faut pas avoir peur des étapes par lesquelles il faut passer. Euh, En fait, c'est en faisant une petite étape, plus une petite étape, plus une petite étape, qu'on apprend et on apprend au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, il y a pas de raison d'avoir peur de commencer un truc juste parce qu'on ne sait pas faire. Parce qu'on on sait tous pas faire au départ et on apprend tous. Donc voilà, si moi j'ai pu apprendre à le faire, toi aussi tu peux apprendre à le faire. Si tu as des difficultés, tu peux m'envoyer un message. Si tu as un problème que tu rencontres sur Amazon ou sur, je sais pas, la mise en page d'un truc et tout, bah, tu peux envoyer un message sur Instagram. Moi, je me suis rendu compte aussi que la communauté était super sympa et bienveillante. J'ai eu des moments où je savais pas comment faire tel truc, tel machin. J'ai envoyé un message à une autrice auto-éditée et je lui posais la question. Par exemple, pour la correctrice, j'ai demandé à Christelle Lebailly, c'était qui sa correctrice. Pour, je sais plus, c'est pourquoi. Pour la mise en page, je crois, numérique. Je sais plus c'était pourquoi, mais j'avais demandé à Megara Nolan, donc qui est l'autrice de Six pieds sous terre et de Let It Snow. Je te mettrai en barre d'infos tout ça. Et elle était super heureuse de m'aider en fait. Donc voilà, il y a de l'entraide entre les auteurs auto-édités et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est très 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 chouette. Ok, voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à l'écriture. Euh, j'ai pas d'objectif de vente, clairement pas, même si j'ai envie de vivre de l'écriture, je veux vivre de l'écriture. Je sais, encore une fois, par rapport à ce que YouTube, Instagram et le podcast m'ont appris, que ça viendra petit à petit, qu'il y aura un effet cumulé en fait, et que bah, là, si je fais pas beaucoup de ventes, ça sera peut-être comme le podcast, il y aura deux trois ventes, comme il y a eu deux trois écoutes au départ, mais ça veut pas dire que j'arriverai pas au même chiffre pour le bouquin que je suis au chiffre pour le podcast en fait. Donc, voilà, faut y croire, faut y aller, il faut essayer. Donc on passe à la troisième partie qui est le fait de se lancer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, qui ont des envies, qui ont des projets, mais avant même d'essayer, avant même de se lancer, eh ben, il y a leur peur qui prennent le contrôle, qui bloquent, qui vont créer en fait des discours qui vont les empêcher de juste essayer. Et franchement, c'est le mot en fait, essayer et expérimenter. Euh, oui, il y a plein d'étapes à apprivoiser. Oui, tout a l'air compliqué. Oui, on ne sait pas forcément par où commencer. Il faut apprendre pas mal de choses, même pour lancer un podcast, apprendre le montage, apprendre, je sais pas, comment tenir une caméra si on a envie de se lancer sur YouTube, apprendre à faire des photos si on veut aller sur Instagram ou à créer des visuels en passant par Canva. Mais ce sont des choses que l'on peut apprendre et il y a toutes les ressources aujourd'hui sur Internet pour te permettre d'apprendre. Et il y a des outils qui te facilitent grandement la vie. Et un mot qui, moi, m'aide à dédramatiser et qui aide en général à dédramatiser, c'est le fait de se dire que ce sont des expérimentations. Donc expérimenter, ça permet de dédramatiser en fait la chose. Parce que expérimenter, ça veut dire juste essayer et voir comment ça marche. Et au pire, t'échoues. Et puis si t'échoues, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu apprends, tu recommences en intégrant ce que tu as appris pendant ton échec en fait. Donc voilà, je pense que c'est le message que je veux te transmettre aujourd'hui à la fin de cette première saison, c'est lance-toi. Lance-toi si tu as un projet de podcast, si tu as un projet de livre en auto-édition, si tu as un projet de livre en édition traditionnelle, si tu veux lancer ta chaîne YouTube, si tu veux lancer ton compte Instagram, si tu veux lancer un blog, si tu veux lancer, je sais pas moi, des newsletters, fais-le. Et il y a Ethan de Mailyblog, du Mailyblog, qui est mon graphiste, qui partage des conseils dans ses newsletters quotidiennes, quasi quotidiennes. Je te mettrai ça en barre d'infos aussi, je vais essayer de ne pas oublier tous les trucs dont je t'ai parlé, qui dit qu'il faut trouver en fait un format. Et il y a tellement de formats à essayer. Moi j'ai lancé le vlogcast, ça existait pas, j'avais envie d'essayer un truc comme ça, j'ai créé le format que je voulais voir, que je voulais écouter. Et, euh, et en fait, t'es pas obligé de faire un truc similaire. Si tu veux, tu peux, hein, clairement. Il n'y a aucun souci. Mais essaie de voir en fait, qu'est-ce que toi tu aimerais faire qui n'existe pas encore
crois-moi, si tu creuses un petit peu, si tu cherches un peu, il y a encore énormément de choses à faire, que ça soit en vidéo, que ça soit en podcast, que ça soit sur Instagram, partout en fait, sur le blog, sur Facebook, enfin sur internet, il y a un nombre infini de possibilités et souvent en essayant de faire comme les autres, on se coupe un peu de la possibilité, de d'essayer, de donner une nouveauté, une fraîcheur aussi, à ce qui se fait déjà sur internet et il faut pas se brimer. Faut pas se brimer, faut essayer et en essayant, tu verras si ça marche ou si ça marche pas et si ça marche pas, comme je te l'ai dit, tu recommences jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Si jamais tu as besoin d'un coup de main ou d'un coup de pied pour débloquer les nœuds par rapport à tes peurs ou faire le point sur tes projets, sur tes objectifs, ou justement que je t'aide à la mise en place de ces objectifs-là, n'oublie pas que je te propose des accompagnements d'auteurs. Et du coup, si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Donc voilà, ça c'est vraiment si tu sens que tu coinces quelque part et que tu as besoin d'en parler, n'hésite pas à le faire. Donc voilà, c'était le bilan des 4 mois. 4 mois, punaise. En 4 mois, j'ai appris à faire un livre de A à Z. J'ai appris à monter des épisodes de podcast, à sortir des épisodes de podcast tous les jours. J'ai appris à mettre en page une version numérique, à mettre en page une version papier, à mettre en ligne un roman sur Amazon, à découvrir comment ça fonctionnait, à travailler avec un graphiste et avec une correctrice. J'ai appris comment on lançait un projet, comment on menait un projet à bien de A à Z. Et ce qui est fou quand on lance un projet, c'est qu'on a envie d'en lancer plein d'autres en fait. Que ça ouvre une perspective, que ça ouvre une fenêtre. Et du coup, m'être lancée dans ce podcast, ça m'a donné envie de lancer mon Patreon. Et, euh, et mon Patreon m'a donné envie de lancer des accompagnements d'auteurs. Et voilà, je ne pensais pas être à là en fait. 4 mois, si tu m'avais dit 4 mois auparavant là, que j'en serais à là, je t'aurais dit quoi? En 4 mois, c'est pas possible. Ben en fait, si, c'est possible. Faut juste essayer. Et en fait, quand on lance un projet, que ça commence à marcher, ça cultive la confiance. Et on se dit, bon, si je suis capable de faire ça, peut-être que je peux essayer de prendre une étape au-dessus, de faire un truc un peu plus, encore plus challengeant, on va dire. Et voilà. Une autre leçon que j'ai apprise aussi, c'est que on a beau tout prévoir, tout essayer de tout prévoir, pardon, c'est impossible. Il y a toujours aussi des choses qui vont arriver et qui sont imprévues. Notamment, hein, voilà, pour ne citer que lui, le fameux coronavirus qui est arrivé en plein dans le milieu là, de, ce, de cette saison 1. J'ai pas été spécialement impactée par ça personnellement, même si indirectement parce que ça a impacté le monde entier. Mais en fait, c'est juste pour te dire que t'as beau essayer de tout prévoir, il y a plein de choses que tu n'arriveras pas à prévoir avant que ça t'arrive. Donc ça sert à rien d'essayer de faire un projet parfait sur papier avant même de te lancer. Lance-toi et ensuite tu t'adaptes. Voilà. Euh, Ce que je dois encore apprendre, parce que je t'ai fait le point sur ce que j'avais appris, mais ce que je dois encore apprendre, c'est de prendre du temps pour moi, d'apprécier chaque étape, de me féliciter du chemin parcouru, de prendre confiance en moi aussi, en mon travail, en mes compétences, parce que j'ai encore du mal à le faire par rapport, je sais pas, par rapport à tout en fait. Et aussi d'être plus à l'aise dans ma posture professionnelle. Donc voilà, d'être à l'aise avec le fait de se dire j'ai des compétences, j'ai des connaissances, j'ai un savoir qui peut être utile à plusieurs personnes et qu'il faut pas, voilà, faut pas hésiter en fait à mettre ça en avant et il faut pas douter de tout ça. Bref, je vais arrêter de radoter. J'espère que cet épisode bilan t'aura plu. Je pense que lundi prochain, ça sera un épisode aussi un petit peu spécial, puisque je vais t'annoncer peut-être ce qui change et ce qui reste pareil pour la saison 2. Et voilà. En tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir suivi dans cette aventure. Je sais pas comment te dire à quel point je suis heureuse en fait que tu étais là de A à Z, pratiquement, de A à X pour l'instant et que tu aies suivi cette aventure et que tu aies osé te lancer, parce que je sais que plusieurs personnes se sont lancées aussi pendant les 4 mois là. Et franchement, ça me rend tellement heureuse et tellement fière de toi. Et voilà, j'espère que tu vas continuer à me suivre dans mes aventures pour la saison 2. Si jamais ce travail, qui est comme je te rappelle quand même totalement bénévole, gratuit et que je fais de façon non rémunérée, te plaît, tu peux me soutenir sur Patreon.
même à hauteur de 2 $ par mois, c'est déjà énorme. Et voilà, donc tu peux me soutenir sur Patreon, tu peux regarder des vidéos sur Utip qui me refilent quelques centimes. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et sur Patreon, tu trouveras plein de trucs. Tu pourras trouver des fiches d'ateliers d'écriture, tu pourras assister à des ateliers d'écriture en ligne, tu pourras avoir aussi accès à mon roman en version numérique pour 4 $ par mois. Euh, un Discord, bref, il y a vraiment plein de choses sympas. Et puis ça me permet aussi de me rapprocher de mes rêves, de me rapprocher de mes objectifs. Donc si jamais tu trouves ça utile, ce que je te partage là, si ça t'apporte de la valeur, songe-y. Alors je t'oblige à rien, évidemment. Évidemment. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Mais, euh, mais si tu as envie de me remercier d'une manière ou d'une autre pour ce que j'ai pu t'apporter pendant ces 4 derniers mois, c'est une manière de le faire. Une autre manière, c'est de partager ce podcast autour de toi, d'en parler autour de toi. Et quand la saison 2 va commencer, ça va être le moment de faire péter le feu des partages et tout, en story, etc., sur Instagram, bref, partout. Voilà, et ben écoute, je te fais des gros bisous. Ouais, je te fais des bisous maintenant, voilà, ça y est, je te fais des bisous. Au bout de 4 mois, on commence à se connaître, on peut se faire des bisous, même si on est en mode corona. Des bisous barrières. Donc merci d'avoir suivi cet épisode, merci d'avoir suivi cette saison 1. On se retrouve pour la saison 2 lundi prochain. Si jamais tu n'as pas encore téléchargé le chronophage, acheté le chronophage, tu peux le faire sur Amazon. Si tu n'as pas de Kindle, je peux t'envoyer la version EPUB par mail contre une preuve d'achat. Et si tu veux attendre la version papier, sache qu'elle arrive très bientôt. Allez, salut, prends soin de toi, écris bien et à la semaine prochaine pour la saison 2.